Bonjour, bonjour à tous, c'est impressionnant d'être là, je suis ravie, honorée d'être à Biarritz. L'accueil est juste incroyable, on est vraiment accueillis de manière très généreuse. Je suis ravie aussi d'aborder un sujet qui n'est pas forcément beaucoup investi autour de l'attachement et de commencer cette journée. Donc effectivement, Cédric m'a confié la tâche de traiter des liens d'attachement à l'adolescence. Donc en quelques mots, je vais me présenter. Je suis le docteur Anne Reynaud, je suis psychiatre. J'ai créé, fondé et je dirige des instituts de la parentalité qui sont des lieux qui investissent le champ de la prévention précoce et qui a fondé ces interventions sur la théorie de l'attachement. Donc on intervient, nous, pour des populations qui sont plus jeunes. Et en fait, on est très en continuité avec ce que vous faites dans les MDA. Donc j'ai une clinique plutôt orientée sur les tout-petits. Je vois régulièrement dans le cadre fratrie des ados. Mais ce n'est pas forcément mon public. Donc voilà, les digressions cliniques que je pourrais faire seront plutôt en lien avec le public que je reçois. L'attachement, on le connaît depuis longtemps. On a l'impression de bien le connaître, on a l'impression de l'utiliser. Et pourtant, c'est une approche, c'est une clé, c'est un décodage qui me semble assez incontournable. Incontournable comme les chipirons qu'on goûte ici à Biarritz, par exemple. Incontournable pour mieux décoder ce qui se joue dans l'interaction, dans la relation. Alors, ce que je vous propose à travers cette heure de conférence, c'est de venir réinterroger nos connaissances de base sur la théorie de l'attachement, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on la lit beaucoup, mais il est important de pouvoir en avoir une lecture très rigoureuse. J'ai la chance d'enseigner au DU d'attachement avec Antoine et Nicole Guédonnet, et on est soucieux de cette rigueur scientifique qui sous-tend cette lecture. Donc, on va re-questionner nos bases, et puis on va les mettre en perspective avec la période de l'adolescence. Et puis, on va se demander qu'est-ce qu'on va en faire, au fond, vous, dans votre quotidien, avec ces familles que vous accueillez et ces adolescents que vous accompagnez avec leur famille. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? En fait, c'est une période extrêmement précieuse pour venir questionner les modèles d'attachement qui se sont créés dans la petite enfance. Vous avez dû entendre parler aujourd'hui de la politique des 1000 jours, de cette période sensible qu'on a mieux appris à découvrir et que justement ces connaissances actualisées en termes de neurosciences et de développement de l'enfant éclairées par les connaissances actualisées nous offrent. Et puis pour avoir travaillé longtemps dans le champ de la psychiatrie, se rendre compte que les tout-petits, ils ne sont pas toujours bruyants. Et on va les voir plus expressifs cliniquement dans une enfance un petit peu plus décalée, puis à l'adolescence. Pour autant, ce qui va se jouer dans la petite enfance va avoir du sens par rapport à l'expression comportementale et clinique de ces ados et des adultes ensuite. Et l'adolescence, en fait, c'est la première étape, c'est la première fois depuis la petite enfance que ces modèles internes opérants vont être revisités. Donc c'est une chance incroyable de pouvoir venir re-questionner la relation qu'on a pu construire avec l'autre, la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'image de soi, l'image de l'autre, et comment on va rentrer en interaction. Donc c'est vraiment une période initiatique très riche qui justifie de pouvoir reconnaître ces modèles relationnels qui se sont constitués pendant la petite enfance. On a l'occasion, à travers nos interventions à l'Institut, d'être aussi organisme de formation. Et on va former énormément dans les ITEP, dans les MEX, dans des établissements, dans des CER aussi. Et souvent, les professionnels nous disent « Ouais, mais l'attachement on connaît, c'est bon. » Et j'insiste, et nous insistons, nos équipes, pour revenir aux fondamentaux. Et en fait, en revisitant, et c'est ce que je vais vous inviter à faire à travers mon intervention, ces modèles tels qu'ils se sont construits dans la petite enfance,
on va beaucoup mieux décoder certains comportements qui nous semblent inadaptés à un âge plus avancé, mais qui sont le témoin de ces modèles internes opérants qui ne se sont pas stabilisés, qui ne se sont pas sécurisés, et que l'individu, que le public que vous accueillez, vient questionner dans votre interaction, dans votre manière d'être en relation avec lui. Quel que soit votre rôle, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre place, que ce soit de l'accueil à la dimension éducative ou thérapeutique. Donc un remaniement des liens d'attachement, une période qui va revisiter. Et puis, un point important, souvent on réduit la théorie de l'attachement au système d'attachement, mais le système d'attachement, il a de sens que s'il est relié au système d'exploration. Et le système d'exploration, à la période de l'adolescence, il est extrêmement mobilisé. Il est mobilisé autour de l'autonomisation, il est mobilisé autour de l'exploration de son environnement, de l'exploration de la sexualité, de l'exploration aussi des perspectives de vie. Donc il est extrêmement mobilisé, et quand on va comprendre l'équilibre qui se crée entre le système d'attachement et le système d'exploration, on va aussi, j'espère, avoir des pistes et des leviers d'intervention nouveaux. Alors, pourquoi la théorie de l'attachement ? Voilà, on en a un peu parlé, on a eu la chance de passer un délicieux repas hier soir avec certains intervenants. C'est vrai qu'on la connaît, et puis bon, Bowlby, ça commence à dater, mais en fait, ce qu'elle vient nous offrir, et c'est pour ça que j'ai fondé l'Institut sur cette lecture-là, c'est qu'elle vient nous offrir une clé pragmatique, concrète. Ok, je fais quoi avec ce jeune qui vient m'expliquer ça ? Je fais quoi avec cet enfant qui fait des colères à répétition, qui mord à l'école, qui commence à avoir des troubles des conduites ? Je fais quoi et qu'est-ce que je peux en avoir comme lecture ? Comme lecture objective, et pas une lecture forcément subjective de nos propres projections ou représentations. Qu'est-ce qui se passe pour lui en termes de sécurité et d'insécurité ? Et même moi, professionnelle, qu'est-ce que je ressens dans cette situation ? Comment je m'intègre dans l'équipe ? Comment je peux aller plus loin ? Nous, on extrapole aussi l'utilisation de la théorie de l'attachement dans sa dimension psychosociale et le management. Voilà, la théorie de l'attachement, c'est pas juste la relation mère-enfant, c'est beaucoup plus large. Ça vient donc nous donner une lecture renouvelée de l'individu. Ça vient parfois questionner nos pratiques, et moi j'insiste sur cette lecture qui est pour moi intégrative. Elle n'est pas dans un enfermement dogmatique et je fais de la théorie de l'attachement, du coup je ne suis pas du tout en lien avec la dimension psychodynamique et les TCC ou toute autre chose. Non, c'est comme un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer ensemble pour pouvoir décoder les situations qu'on va pouvoir rencontrer. Ça va questionner aussi nos pratiques, parce que, en fait, à travers l'accompagnement qu'on fait dans le quotidien, on est aussi des caregivers, on prend soin des autres, et dans le fait de prendre soin, on est aussi questionné dans nos systèmes d'attachement. Et puis aujourd'hui, les expériences internationales qui utilisent la théorie de l'attachement sont nombreuses. Je vous invite vraiment à découvrir la bibliographie. Alors nous, on a la chance de travailler beaucoup avec les Canadiens et les Québécois, ce qui est cool, ils sont francophones et ils sont généreux. Ils nous offrent beaucoup de leurs expériences pour qu'on les mette en perspective dans notre culture française. Et puis aujourd'hui, il y a des recommandations nationales. Je vous invite à lire le rapport de Marie-Paule Martin-Blachet qui propose et qui invite vraiment à former l'ensemble des professionnels du champ de l'enfance à la théorie de l'attachement, pas dans l'idée d'une pensée unifiée, mais d'une pensée qu'on puisse partager, en se disant, tiens, voilà, nous, on a eu cette situation, je vous la transmets, ou je fais une rédaction d'un signalement au juge. On a la chance de former aussi les juges à la théorie de l'attachement aujourd'hui. Trop modestement, mais quand même, ça vient. Il y a vraiment une prise de conscience générale. Donc voilà, une théorie qui nous ouvre à un regard qui, j'espère, va être élargi. Alors, c'est une théorie qui n'explique pas tout. C'est pas parce qu'on connaît l'attachement qu'on connaît tout de l'individu. Et il y a eu beaucoup de contre-vérités par rapport à ça. On ne va parler de système d'attachement que quand l'individu va se retrouver en situation de menace ou en situation de stress.
En dehors de ces situations-là, il n'est pas pertinent de parler attachement. C'est pour ça que l'attachement n'est pas tout. Mais si on ne passe pas par la case attachement, il y a quelque chose qu'on loupe, à mon avis, sur cette lecture des comportements. Il est toujours important de rappeler que l'attachement, la traduction de l'anglais attachment, est compliquée et que pour nous, dans notre utilisation française, on l'amalgame souvent à l'amour, alors que oui, il y a une dimension affective, oui, il y a un engagement, mais qui n'est pas de l'ordre de l'amour tel qu'on peut l'imaginer. Donc lire cette mère est attachée à son enfant, c'est OK, mais ça ne parle pas de théorie d'attachement, ou alors ça veut dire que c'est l'enfant qui vient la réconforter. Donc c'est ce que je vous expliquais dans cette utilisation rigoureuse de la théorie de l'attachement. Il est important de revenir à des définitions qu'on va voir juste après. C'est une théorie qui vient nous éclairer ce qui se passe dans l'interpersonnel. Comment on va rentrer en relation les uns avec les autres. Et cette théorie, elle est très riche parce qu'elle vient nous éclairer bien sûr dans les relations parents-enfants, mais dans la relation entre un individu dans le couple. On va le retrouver dans les équipes, on va le retrouver au niveau sociétal. En fait, c'est une lecture universelle. Là, on l'a un petit peu, beaucoup expérimenté, on l'expérimente encore avec la crise sanitaire, mais on a été tous menacés, tous activés dans nos systèmes d'attachement, et on a vu à quel point ça a pu nous insécuriser et nous désorganiser. Donc cette théorie, elle est interpersonnelle, elle est vraiment, pour moi, extrêmement complémentaire de ce que la psychanalyse nous a apporté sur l'intra et nous apporte sur l'intra-psychique. Et comment ça peut vraiment donner sens de pouvoir articuler ces deux lectures. Je le répète, on ne parle attachement que quand on est dans un contexte de stress, de menace ou de détresse. C'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir se dire que se passe-t-il en lien avec le système d'attachement. Alors pourquoi je vous parle de système ? Je parle beaucoup de système depuis tout à l'heure. Parce qu'au fond, derrière théorie de l'attachement, il y a une terminologie un petit peu plus précise à connaître. La découverte de John Bowlby, qui date de la période de l'après-guerre, est en lien avec ses observations sur les enfants qui étaient placés en orphelinat pendant la guerre. Et il a pu se questionner sur les prérequis ou les connaissances qui avaient lieu à l'époque et qui permettaient d'expliquer que la relation se mettait en place à travers des pulsions, et des pulsions d'alimentation en particulier, et qui était une des explications, je ne veux pas du tout la réduire, mais une des explications sur la mise en œuvre des relations. Et il s'est rendu compte que ces enfants, alors il n'était pas le seul, c'est une période assez riche, avec Spitz, avec Anna Freud, avec tellement d'autres auteurs, je vais en oublier. Il s'est dit, mais ça ne va pas en fait. Ils sont dans ces orphelinats et puis malgré tout, ils peuvent développer des dépressions anaclytiques, voire mourir alors qu'ils sont nourris, ils sont changés. Ils ont un nursing qui semble de manière ajustée répondre aux besoins fondamentaux. Donc il a été se balader du côté des éthologues avec Harlow et Lorenz. Vous connaissez sûrement ces petits canetons qui se baladent derrière Lorenz, avec la théorie de l'empreinte et de se dire que finalement, la personne qui prend soin du petit à sa naissance va avoir une place et va avoir une fonction importante dans l'équilibre émotionnel que l'individu va construire. Et c'est en ça qu'il décrit un système d'attachement. Système d'attachement parce qu'en fait, c'est en lien avec un système motivationnel. C'est quoi un système motivationnel ? En fait, c'est un système qui est biologiquement inscrit à l'intérieur de moi, qui fait partie de mon équipement. C'est pour ça que je vous ai mis comme une boîte à outils. En fait, on arrive avec plein d'outils. Et ces outils vont nous permettre, en tant qu'individu, de découvrir le monde, de pouvoir se mettre en mouvement, de pouvoir se mettre en relation, de pouvoir répondre aux différents enjeux que l'individu découvre face à la survie. Parce que globalement, quand même, au fond, il y a une dimension évolutionniste et comment l'espèce va survivre. Il faut bien qu'elle soit un petit peu outillée. Et dans ces outils, il y en a plusieurs. Donc il y a deux grands types de systèmes, les systèmes interpersonnels et les systèmes de ressources personnelles. On va jongler pendant cette heure avec plusieurs systèmes, et en particulier le système d'attachement et le système d'exploration. Mais on va aussi parler du système de la sexualité, le système affiliatif et le système de caregiving. Chez le très jeune enfant,
le système d'attachement est prédominant sur tous les autres. Et c'est en ça que, à l'Institut, nous avons décidé d'investir les interventions précoces fondées sur la théorie de l'attachement, parce que c'est le premier système qui va être activé. Et on comprend bien que le système affiliatif ou le système de sexualité va apparaître secondairement. Le système de caregiving aussi, il intervient que il commence à se mettre en œuvre quand on rentre un peu dans le jeu symbolique et qu'on fait semblant de s'occuper qu'on joue à s'occuper des bébés, des poupons. Et puis vraiment, il va aussi se mettre beaucoup en œuvre à l'adolescence. On va commencer à prendre soin de l'autre, y compris dans la relation amoureuse. Et le système d'exploration. Donc voilà, on a tous ces outils. Et c'est grâce à ces outils qu'on va pouvoir rentrer en relation et puis se développer et puis avoir finalement un épanouissement et se découvrir. Alors, la spécificité des systèmes, à chaque fois je vais faire un aller-retour sur le focus sur l'adolescence. À l'adolescence, on a vraiment l'émergence du système lié à la sexualité, qui va être une découverte, qui va être aussi en lien avec l'exploration. Je ne vais pouvoir l'explorer ou l'explorer de manière adaptée que si je suis relativement sécure. Je vais aussi avoir une majoration du rôle du système affiliatif. Et on voit comment finalement les relations vont changer et que les amis qui, au début, dans la petite enfance, n'ont pas le même impact, vont là pouvoir répondre dans une certaine mesure, pas face à des stress importants, mais face à des stress du quotidien, répondre à mes besoins de sécurité. Donc, ce système affiliatif va avoir une importance de plus en plus massive. Et puis, le système d'exploration, il est extrêmement sollicité à l'adolescence parce qu'il y a des nouveaux rôles sociaux, il y a de nouvelles relations, il y a les découvertes de la sexualité, de soi-même, de nos émotions. On rentre dans une métacognition et cette métacognition, elle va aussi me mettre face à mes émotions, à mon corps qui se transforme et qui va aussi être à l'origine d'informations. Donc, cette boîte à outils, elle va devenir plus riche à l'adolescence, qui fait que la lecture autour de la théorie de l'attachement est différente de ce qu'on peut faire dans la petite enfance. Mais ce système d'attachement, il est quand même présent parce que ce système d'exploration, par exemple, ne va pouvoir se mettre en œuvre que si on est sécurisé. On va le voir juste après. Donc voilà, cette spécificité fait que les relations vont changer, que les parents de mon copain, ils sont vachement plus cool que mes parents à moi qui répondent plus à mes besoins, que je vais pouvoir parfois être mobilisée par mon groupe, le groupe dans lequel j'appartiens, ou par un mentor, ou par des propos qui me semblent rassurants, même s'ils ne le sont pas. Il y a quelques travaux aujourd'hui ou quelques publications sur la radicalisation et de se rendre compte que des enfants qui ont eu des attachements très insécures, voire désorganisés, vont identifier comme figure d'attachement des personnages qui ont des propos qui peuvent sembler cohérents, même si finalement ils vont induire des trajectoires extrêmement dangereuses. Alors c'est quoi le système d'attachement, pour revenir aux bases ? Le système d'attachement, en fait, c'est un système d'alarme qu'on a à l'intérieur de nous et qui va se mettre en œuvre si je me sens menacée et si j'estime que je suis en danger. C'est toujours assez compliqué d'être sur cette nuance-là, c'est-à-dire que ce qui me menace moi ne menace peut-être pas mon voisin. Ce qui menace l'adolescent, c'est pas quelque chose qui vous semble menaçant, pourtant lui ça le menace et ça va activer son système d'attachement. Et c'est là où intervient une première notion importante par rapport à ceux qui prennent soin des autres, des parents aux caregivers de manière plus large, c'est la sensibilité. Comment est-ce qu'on est sensible aux besoins de sécurité de l'autre et comment on va pouvoir le décoder pour y répondre et pas forcément interpréter ces comportements opposants et provocateurs comme de l'agressivité, mais en fait l'expression d'un sentiment d'insécurité ou d'activation du système d'attachement. Donc en fait le système d'attachement c'est comme un système d'alarme qui fait que je l'active si je me sens menacée. Aujourd'hui, je suis plutôt détendue avec vous, donc je ne me sens pas trop menacée, je n'ai pas trop activé mon système d'attachement. Mais
voilà, c'est ça qui se passe. C'est universel, c'est propre à toutes les cultures. Les systèmes d'attachement, on va les retrouver, les modèles internes opérants, on va les retrouver avec les mêmes proportions à travers le monde. Grâce à l'activation de ce système d'attachement, je vais donc être en capacité de trouver des moyens pour réguler la peur. Si j'ai peur, soit j'attaque, soit je me fige, soit je me retire. Donc grâce à ce système d'attachement, je vais mobiliser psychiquement, mais aussi physiquement, mes ressources pour faire face à cette menace. C'est très intéressant aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a permis de commencer comme médecin urgentiste et généraliste, donc d'avoir une casquette de somaticienne et de psy. Et pour moi, le système d'attachement, il fait lien. C'est-à-dire, même dans l'expression somatique de notre insécurité, on va retrouver aujourd'hui beaucoup de bibliographies, avec en particulier beaucoup de troubles dits immunitaires. Et on voit comment aujourd'hui les allergies, les problèmes autres et immunitaires envahissent les tableaux des cliniciens somatiques. Voilà, ce sentiment d'insécurité va aussi se manifester sur un plan somatique. Donc, grâce à l'activation de cette alarme, je vais pouvoir mobiliser mes ressources pour faire face au danger et trouver des moyens de répondre à ce sentiment de danger. Pourquoi on parle de période sensible aujourd'hui et pourquoi cette théorie de l'attachement, elle donne du sens dans cette compréhension ? Ce que Bowlby va nous montrer, et ensuite Mary Main, Mary Ainsworth ou ses collaborateurs, c'est que ce qu'on va vivre dans la petite enfance, c'est ce qui est un petit peu mis dans les 1000 jours. Les 1000 jours commencent dans l'anténatal vers le 4e mois, en fonction des auteurs, et vont jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Nous, on voit bien qu'on peut quand même mobiliser ça plus largement, et puis ce n'est jamais figé. Mais globalement, ce que va vivre l'enfant comme expérience initiale et comme interaction précoce va lui donner comme une feuille de route. John Bowlby appelait ça une carte cognitive. Une feuille de route qui va permettre à l'individu d'internaliser et d'imaginer comment je peux me positionner avec l'autre. Qu'est-ce que je peux attendre de l'autre ? Comment je peux le solliciter ? Comment je peux faire pour le solliciter ? Et si je n'ai pas de réponse, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour qu'il m'entende ? Et cette feuille de route, en fait, elle va constituer comme un socle sur lequel l'individu va construire ses repères, va faire en sorte qu'il va rentrer toujours de la même manière dans des modèles relationnels, avec parfois des comportements opposants, agressifs, d'hypersollicitation ou d'autres des retraits relationnels. C'est ce qu'on va appeler les modèles internes opérants. On va les visiter assez rapidement et de manière très imagée juste après. Comme finalement, on a mis en œuvre des groupes d'habileté parentale et on explique comment finalement l'enfant, il va être en capacité de graver un disque dur. Mais ce disque, il n'est pas déterministe, c'est pas figé, c'est déterminant. Bien sûr, parce que ça va être une grille sur laquelle l'individu va s'appuyer pour rentrer en relation, mais ce n'est pas déterministe dans la mesure où, je vous l'ai dit, dès l'adolescence, on peut les revisiter. Donc c'est une chance incroyable de se dire qu'à différentes périodes de la vie de l'individu, on va pouvoir revisiter ça. Quelle période, en quelques mots ? L'adolescence est la première étape. La construction du couple, autre étape, où on vient à nouveau expérimenter la proximité. Donc l'adolescence, il y a les deux. Ensuite, il y a l'accès à la parentalité. Je deviens parent, je deviens figure d'attachement. Quel parent j'ai pu avoir ? Et puis, lors de toutes les périodes de deuil ou de perte, où je vais aussi revisiter tout cela. L'adolescence est une forte période d'activation du système d'attachement, parce que c'est une période de changement majeur. Et ces changements sont source d'inconnu, et cet inconnu me menace, et donc on a une activation du système d'attachement. Donc il est pertinent de parler théorie de l'attachement pendant la période de l'adolescence, qui est un moment de mélange d'excitation, d'anxiété avec un sentiment d'insécurité. Juste une petite définition de base qui semble évidente, mais c'est important de pouvoir la redire. Le lien d'attachement, quand on parle du système d'attachement, on va parler d'un lien qui va relier la personne vulnérable vers la personne qui va apporter cette aide. Donc je vais lier des liens d'attachement pour l'enfant. On devrait même pouvoir être rigoureux et de parler de liens d'attachement enfant-parent si on souhaitait vraiment être plus lisible par rapport à nos définitions. Donc je suis un individu en détresse.
j'ai besoin de réconfort, de proximité. Et je vais développer des liens d'attachement avec ma figure d'attachement, celle qui va m'apporter et qui est censée m'apporter protection et réconfort, comme le disait John Bowlby. Et être attaché à quelqu'un dans cette acception de la théorie de l'attachement veut dire que cette personne va être en capacité de répondre à mes besoins d'attachement et à mes besoins de sécurité. Ce lien d'attachement, il est actif du berceau jusqu'à la tombe. Donc les mises en application, elles sont bien sûr aujourd'hui plus dans le champ de la petite enfance, mais il commence à y avoir des applications dans le champ de la gériatrie, où on vient accompagner aussi tous les professionnels des EHPAD qui sont extrêmement sollicités par certaines personnes âgées qui sont menacées par quand même la mort et qui ont besoin d'être rassurées. Donc aujourd'hui, cette compréhension du berceau jusqu'à la tombe va pouvoir donner sens à certaines attitudes, à certains comportements pour lesquels on va pouvoir apporter des réponses décalées de ce qu'on pouvait imaginer antérieurement. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cette lecture. Je vous assure que la posture que vous allez pouvoir avoir ou ce que vous pouvez apporter aux parents va vraiment, dans une lecture très systémique, induire des transformations sur les modèles des relations. Donc, ce lien d'attachement de la personne vulnérable vers celle qui apporte l'aide. À l'adolescence, il y a une diversification de ces liens d'attachement. Donc, dans la petite enfance, ils sont principalement en adéquation et ils se construisent avec les figures d'attachement parentales, mais pas que. On travaille beaucoup dans les crèches, on travaille beaucoup dans les pouponnières, avec les assistants familiaux. Mais à l'adolescence, ça commence à se diversifier, à s'élargir. Et on va pouvoir constater aussi sur des figures d'attachement qui sont plus amicales, mais qui vont être sollicitées en fonction du niveau de stress. Plus le niveau de stress va être important, plus on va aller chercher nos figures d'attachement principales, celles qu'on a pu expérimenter depuis longtemps. C'est aussi des espaces d'entraînement pendant l'adolescence où on va être en capacité de préparer des relations plus stables et équilibrées à l'âge adulte. Donc t'es mon copain, t'es plus mon copain. Ça peut évoluer aussi. Donc ces nouvelles relations qui vont se mettre en place à l'adolescence vont aussi être dans une composante d'attachement, même si elles ne se font pas avec la figure d'attachement principale. Ce qui compte pour un individu, les Québécois, ils ont des expressions toujours très imagées, ils disent qu'il faut que l'enfant ait un adulte qui soit fou de lui. C'est-à-dire qu'il faut que quand même l'individu puisse compter sur quelqu'un. Et c'est très compliqué de voir aujourd'hui des enfants ou des ados qui nous disent que quand on fait un petit peu de thérapie interpersonnelle, qui nous disent à part leur animal, ils n'ont pas grand monde. Donc on voit comment ils ont besoin d'avoir des figures d'attachement. Et c'est là le rôle que vous jouez, vous, en les accueillant dans leur demande quand ils arrivent vers vous. On en reparlera un petit peu à la fin. Alors, on a parlé du système d'attachement, j'ai envie de vous parler du système d'exploration parce qu'ils sont vraiment reliés, ce système d'exploration. En fait, il est lié, on a parlé de survie, on ne va survivre que si on explore notre environnement, si on est assez curieux d'aller voir ce qui se passe par-ci, par-là, qu'on est en capacité de pouvoir se demander comment on va pouvoir s'intégrer dans notre environnement. Donc, chez les tout-petits, on va pouvoir voir l'exploration de la marche, l'exploration du langage, l'exploration des apprentissages, et puis, de manière plus large aussi, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la relation avec les pairs, la relation d'aide, tout ça, c'est de l'exploration. La spécificité de l'adolescence par rapport à l'exploration, c'est que là, on va pouvoir aller explorer plus loin. Il est hautement activé, ce système d'exploration à l'adolescence, parce que c'est sur les capacités d'exploration qu'on va pouvoir aussi rentrer dans des processus d'autonomisation. Alors, c'est demandé à l'adolescent, mais je peux vous assurer, pour travailler avec les écoles maternelles, c'est qu'on attend des petites sections qui soient d'emblée autonomes, et parfois trop rapidement autonomes, que c'est au-delà de leurs besoins d'attachement et qu'on n'a pas respecté leur sécurité de base. En tout cas, le système d'exploration à l'adolescence, il est hautement activé parce qu'on va devoir développer de nouvelles compétences, explorer. Puis là, avec la crise sanitaire, on a encore plus majoré l'activation de notre système d'exploration parce qu'il a fallu suivre l'enseignement à distance, tout ce que ça a pu induire, et puis toutes les nouvelles relations.
Il y a vraiment là un risque important que l'équilibre entre ces deux systèmes, on va le voir juste après, s'il n'est pas respecté, l'adolescent va être en grande difficulté pour explorer. Et même si on lui donne tous les moyens de soutenir, nous on travaille par exemple, je siège à l'ODPE en Gironde, on travaille sur les difficultés d'apprentissage des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. L'exploration, ça fait partie des apprentissages. Mais si on ne vient pas d'abord questionner le système d'attachement, en fait, on peut venir soutenir avec du RASEN ou avec un certain nombre de soutiens. Si le système, si la sécurité n'est pas stabilisée, il y a quelque chose qu'on ne va pas explorer. Prenons notre exemple par rapport à la crise sanitaire. Il y a eu déjà des bibliographies et des publications sur les modèles internes opérants ils l'ont fait beaucoup en Italie. Les personnes sécures, par exemple, se sont dit « Ok, il n'y a pas de masque, eh ben, on va fabriquer des masques, on va explorer de nouvelles manières de faire. » Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un point essentiel qui nous fait comprendre qu'en fait, il y a une corrélation entre ces deux systèmes. En fait, ces deux systèmes d'attachement et ce système d'exploration biologiquement inscrit sont couplés de manière biologique. Ça veut dire que si j'active mon système d'attachement, donc je suis en système d'alerte, je désactive mon système d'exploration. Et c'est biologiquement inscrit. Ce n'est pas que je ne veux pas explorer, je ne veux pas rentrer dans les apprentissages, je ne veux pas rentrer en relation avec les autres. C'est que si je ne suis pas assez sécurisée, je ne peux pas le faire. Donc il est important de venir resécuriser l'individu pour qu'il soit à ce moment-là en capacité d'explorer. C'est exactement l'exemple que je viens de vous donner par rapport à ces enfants qui n'arrivent pas à rentrer dans les apprentissages. Nous, on le voit plus jeune dans les instituts avec des enfants qui sont en moyenne section et des enfants qu'on voit en grand retrait et qu'on va parfois pousser dans le champ de l'autisme. Mais ils sont d'abord en profonde insécurité, ils ne peuvent pas explorer la relation au père ou les apprentissages. Cette balance biologiquement inscrite, elle est essentielle. Et elle vient nous dire que si on n'a pas d'abord une lecture de la sécurité et de l'insécurité de notre public, mais il y a quelque chose que parfois on va faire et qui ne va pas à la source de ce qui se passe, et que de resécuriser est fondamental. Une fois qu'on a resécurisé, là on peut commencer à explorer. Combien on voit de public, quel que soit l'âge des personnes qu'on reçoit, on leur demande vous ressentez quoi, ça vous fait quoi, qu'est-ce que ça induit tel événement. Ils ne savent pas. Parce que dans l'exploration, il y a aussi l'exploration de notre propre intériorité, de nos émotions. Comment je suis en capacité de les ressentir, de m'y connecter et de pouvoir ensuite les partager. Donc venons d'abord fondamentalement resécuriser le public que nous accueillons. Il y a aussi l'émergence du système sexuel. Le système sexuel, il prend vraiment une place importante à l'adolescence. Il va permettre de créer de nouvelles relations d'attachement. Et donc, il va vraiment biologiquement inscrit avoir un impact aussi sur la survie de l'espèce. Donc, il va nous permettre d'explorer de nouvelles manières de rentrer en relation. Et c'est sûr que pour imaginer que l'autre puisse être figure d'attachement, il faut que quand même on soit dans une proximité relative. Et la sexualité permet ça. Mais ça dépend quelle sexualité. On en parlait aussi hier. Aujourd'hui, l'accès à la sexualité ne passe pas forcément par la dimension affective et ne permet pas forcément de venir questionner ces nouvelles relations. Mais globalement, c'est quand même un espace où on peut imaginer qu'on peut apprendre à compter sur l'autre. Et puis, va émerger aussi un peu plus le système de caregiving. C'est quoi ce système de caregiving ? Ce système de caregiving, c'est pareil, c'est un de nos outils. Il va faire en sorte que, en fait, je perçois la vulnérabilité de l'autre, je perçois son insécurité, et au-delà de l'empathie, je suis suffisamment sensible pour lui apporter du réconfort et venir prendre soin de lui. C'est ce que vous faites au quotidien. Vous avez permis que votre système de caregiving devienne finalement votre activité professionnelle, et vous détectez la vulnérabilité de l'autre en venant apporter cette proximité. Et là, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver cette balance exploration-attachement et caregiving. C'est-à-dire que si je me sens activée dans mon système d'attachement,
je vais avoir moins de discernement pour prendre soin de l'autre. Je suis parent confiné avec 3 enfants à la maison, le télétravail, un espace réduit. Je suis menacée par ce qui se passe, j'active mon système d'attachement, j'ai beaucoup moins de disponibilité par rapport à mon système de caregiving et j'en arrive à des violences éducatives ordinaires, à un épuisement et à des burn-out parentaux. Parce que j'ai besoin d'abord d'être apaisée, d'être sécurisée pour pouvoir entrer dans ce système de caregiving. Il émerge aussi à l'adolescence, surtout dans les relations amicales où on peut prendre un petit peu, on prend soin des autres, ça se voit déjà dans l'enfance, mais c'est plus marqué à l'adolescence. Et là, je parle de cette place aussi, dans la place qu'on donne aux parents, parce que les comportements des enfants, qu'ils soient petits ou plus grands, viennent souvent activer leur système d'attachement et ils ont moins de discernement pour prendre soin de leurs enfants et qu'on a une place importante aussi dans ce décodage-là, dans cet accompagnement-là, et on le verra pour conclure, que la place du parent, elle est essentielle dans les thérapies en lien avec la théorie de l'attachement. Alors on va juste faire quelques vols, quelques voyages pour retracer juste les modèles internes opérants, qu'on se les remette bien dans la tête. Les modèles internes opérants, c'est quoi ? C'est que moi, petit bébé, je suis née et j'ai activé mon système d'attachement et j'ai vu comment on a répondu à mon besoin de sécurité. Est-ce que quand je sollicitais l'aide, donc globalement par des pleurs ou par des manifestations de recherche de proximité, est-ce que j'ai reçu cette proximité ou pas ? Si je l'ai reçue, je vais être en capacité d'imaginer que je peux compter sur l'autre. Si je ne l'ai pas reçue, j'ai mis en place des stratégies pour m'adapter à ces réponses ou à ces non-réponses. Et c'est ces différentes stratégies qui, une fois qu'elles se sont internalisées, et ça met environ 3 ans, donc sur la première année de vie, l'enfant va expérimenter et puis va engranger un petit peu, enregistrer toutes ces interactions, et puis il va les stabiliser sur la 2e et la 3e année de vie pour construire ce qu'on appelle les modèles internes opérants. Je le répète, ils ne sont pas figés et ils se revisitent, en particulier à l'adolescence. Donc ces stratégies adaptatives, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a la commission des 1000 jours, qui a un marché de la parentalité, soyons honnêtes et clairs avec les mots, mais que oui, il est important d'être soucieux de nos bébés parce que ce qu'ils vont internaliser, on va le retrouver ensuite tout au long de leur vie à travers l'expression de leurs difficultés. Et en fonction des réponses, on va avoir plusieurs modèles d'attachement. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser la symbolisation de l'avion et du porte-avions pour l'expliquer aux parents dans les consultations. Et on a donc monté des programmes qui s'appuient sur ces scénarios. Donc, je vais vous les dire en quelques mots. Je vous les dis sur ce modèle-là parce que vous pouvez aussi les réutiliser avec les ados ou avec les parents. Ce que nous, on fait, on n'a pas besoin d'expliquer toute la théorie de l'attachement. Et finalement, avec ces scénarios d'avion, ils comprennent très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que globalement, on va imaginer que le porte-avions, c'est la figure d'attachement et que le petit avion, c'est l'enfant. L'idée, c'est que l'avion, il ne reste pas planté sur le pont du porte-avions, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est qu'il puisse partir, qu'il puisse décoller et puis explorer le monde, donc explorer un certain nombre de connaissances, grandir, et que s'il se retrouve en difficulté, il va pouvoir venir se poser sur le pont du porte-avions parce que le pont du porte-avions va être sensible, va être disponible et va être accessible. On va pouvoir lui dire « oui, tu as bien fait de venir te poser sur le pont du porte-avions ». Donc on va pouvoir ainsi définir plusieurs modèles internes opérants. Ce qu'on va appeler la stratégie primaire, c'est l'attachement sécure. Globalement, donc ça c'est issu d'un programme international qui s'appelle le Cercle de sécurité, qui vient nous dire, donc eux, ils utilisent les mains comme base de sécurité, tu vas pouvoir explorer, et si tu te retrouves en danger, tu vas venir pouvoir te poser sur le pont du porte-avions qui, au-delà d'une base de sécurité, va devenir un havre de sécurité. Oui, tu as bien fait de venir, c'était vraiment un danger, je reconnais tes émotions, tu peux me faire confiance et tu peux te faire confiance. La confiance se construit aussi sur ces stratégies d'attachement. Donc là, je vais construire un attachement sécure. Et cet attachement sécure, il va me permettre finalement de me faire confiance, de faire confiance à l'autre, de pouvoir me dire que si je me retrouve face à un danger, je peux demander de l'aide, puisque je vais plutôt construire une image positive de moi et une image positive des autres.
Donc mes ressources, elles sont optimales parce que globalement, on ne peut pas imaginer que la vie est un long fleuve tranquille et qu'il ne va rien se passer. Non, il peut se passer des événements, mais ce qui compte, c'est que je suis équipée pour les vivre parce que si je les traverse, j'ai ces ressources. On sait aujourd'hui, puisqu'on réfléchit plutôt en facteur de protection et de compétences psychosociales, on sait que l'attachement sécure constitue un facteur de protection. Je vais donc avoir une meilleure communication. Et on voit ces ados qui sont sécures, ils sont en capacité de communiquer leur état émotionnel. Ils sont en capacité aussi de réguler le conflit. Ils sont en capacité d'entendre les choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec leurs désirs. Souvent, on va retrouver d'ailleurs les premières expériences sexuelles plus tardives chez eux, avec un moins grand nombre de partenaires, et ils sont d'emblée plus soucieux de l'utilisation de la contraception. Deuxième modèle, donc environ 60% de la population mondiale est sécure. Les autres. Deuxième scénario, je suis un petit avion, je décolle, je me retrouve menacée, je reviens, mon porte-avions n'est pas disponible. Alors, il n'y a pas de culpabilisation à travers ces lectures-là, il y a une responsabilisation. Moi, je parle de parentalité responsable. En tant que figure d'attachement, oui, on est responsable d'être suffisamment soucieux de la personne vulnérable dont on a la charge et dont on prend soin pour répondre à ses besoins de sécurité. Donc l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, mais c'est de vraiment pouvoir responsabiliser. Et là, par exemple, je mets souvent l'exemple de l'image et de l'utilisation des écrans chez les parents, qui sont souvent en lien avec toutes les notifications et qui, aujourd'hui, on le voit beaucoup avec, par exemple, le télétravail, induisent beaucoup de stratégies plutôt insécures, évitantes. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Le petit avion, en fait, au bout d'un certain temps, il se dit « Ok, bon, j'ai pas de porte-avions. Je vais m'autonomiser, je vais compter sur moi, puisque je ne peux pas compter sur les autres. Mais je vais avoir aussi une exploration beaucoup moindre. Je vais aller moins loin, parce que j'ai quand même pas fait mon plein de sécurité suffisant pour pouvoir aller explorer le monde de manière plus large. Donc là, je vais m'autonomiser, je vais parfois rentrer dans un retrait. Et nous, on le voit par exemple chez les très jeunes enfants, c'est des enfants qui ne vont pas explorer le langage, c'est des enfants qui ne vont pas explorer, par exemple, la relation avec les pairs, et c'est des enfants qu'on va vite pousser. Nous, on a des orientations par les petites sections de maternelle, par les enseignants, avec des hypothèses de troubles du spectre autistique. C'est des enfants qui sont d'abord insécures, évitants. Donc là, on appelle cet attachement insécure, évitant. C'est une clinique aujourd'hui qui est très méconnue en France et qui ne nous permet pas toujours d'avoir ces diagnostics différentiels. Donc nous, on travaille avec le Centre Ressources Autisme et en travaillant très précocement avec l'environnement de l'enfant, l'écosystème de l'enfant, on permet aux figures d'attachement, qu'elles soient biologiques ou pas, de répondre aux besoins de sécurité de l'enfant, et l'enfant peut faire évoluer son modèle interne opérant. C'est de ce scénario qu'est souvent issu les thérapeutes, en tout cas les psys, ils ont été beaucoup étudiés, et beaucoup en attachement insécure évitant, parce que finalement, comme leurs besoins de sécurité n'étaient pas reconnus et n'avaient pas de réponse, ils ont activé de manière anticipée leur système de caregiving, ils ont pris soin des autres. Aujourd'hui, on l'extrapole à beaucoup plus de professionnels qui prennent soin des autres, et qui fait qu'on est plus exposé à des tableaux de burn-out professionnels, parce qu'en fait, prendre soin des autres est une priorité aux dépens de nous en tant qu'individus. 15% de la population a aujourd'hui un attachement insécure évitant. Comment on va le retrouver chez les ados ? Comment ça va s'exprimer ? En fait, c'est des ados qui sont plutôt en retrait relationnel. Ils se présentent comme autosuffisants, ils minimisent énormément leurs problématiques, et souvent, ils sont rentrés dans une inversion des rôles, ils sont très caregivers, jusqu'à un caregiving qu'on appelle compulsif, et qui fait qu'il n'existe plus, leur besoin n'a plus d'importance, et c'est l'autre qui prend toute la place. Parfois, ils nous peuvent sembler hautains, voire hostiles, mais en fait, ils sont d'abord en insécurité, et eux vont utiliser beaucoup, vont s'orienter beaucoup vers les conduites addictives pour trouver leur propre équilibre émotionnel. Ils vont trouver dans un facteur externe l'équilibre qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur. Troisième scénario, je décolle, je suis un petit avion, je décolle, et là, mon porte-avions, parfois il est dispo, et parfois il n'est pas dispo. Mais je n'ai pas identifié à quel moment il était dispo et à quel moment il n'était pas dispo. Il n'y a pas de signalétique.
Alors là, on l'a beaucoup travaillé, par exemple, avec le télétravail aussi, avec des enfants qui voient leurs parents qui sont tout le temps là, qui passent de l'ordinateur à la télé, à la cuisine, et qui n'ont pas identifié à quel moment la figure d'attachement peut être disponible. Et là, ce petit avion, donc, il va décoller, et puis, comme il ne sait pas vraiment à quel moment il peut venir se poser, il vient se poser de manière constante. Il vient hyper solliciter sa figure d'attachement. Donc ça va se manifester chez le très jeune enfant par des attitudes très, très agressives, provocantes, opposantes, avec chez les plus petits des troubles du sommeil, des troubles de l'endormissement, des troubles de l'alimentation aussi, des refus alimentaires. Et puis chez l'adolescent, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver beaucoup d'anxiété en fait. Ils vont beaucoup ruminer, ils sont très avide des relations en fait, où c'est aussi du public, nous on le voit avec des parents qui sollicitent, qui veulent un rendez-vous tout de suite et puis finalement qui ne viennent pas au rendez-vous une fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, si on n'a pas une lecture attachement, on se dit ok, on ne peut pas vous aider. Et nous, à l'Institut, notre secrétaire rappelle les parents qui ne sont pas venus en prenant soin d'eux, en disant qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi vous n'êtes pas venus, on est inquiet pour vous. Parce que en fait, c'est leur modèle relationnel et que si on fait ce pas de côté, il y a déjà quelque chose qu'on vient restaurer de cette relation. Donc ils sont en grande avidité. Souvent, ils vont avoir des postures de victimes et ils vont focaliser leurs blessures avec beaucoup d'autocritique et d'hostilité. Ils ont souvent des comportements autodestructeurs, mais ils sont souvent extrêmement sollicitants, exaspérants, avec des troubles des conduites et des attitudes qui nous mettent à mal. On le voit vraiment dans le champ aussi de l'accompagnement à l'école, parce qu'ils mettent à mal le groupe, très souvent. Environ 10 à 15% de la population présente un attachement insécure, ambivalent, résistant. Alors, vous voyez, j'ai mis préoccupé parce qu'à l'adolescence, la terminologie qu'on utilisait chez l'enfant change, puisque l'adolescence va passer, et à l'adulte, dans un état d'esprit d'attachement, et que la terminologie va un petit peu changer. 4e scénario, l'attachement désorganisé. Qu'est-ce qui se passe ? Là, le petit avion décolle de son porte-avions, et il se fait attaquer par le porte-avions. C'est le porte-avions qui active le système d'attachement de l'individu. Et alors là, c'est juste pas possible que la même personne soit à l'origine de l'activation du système d'attachement et de « je désactive ton système d'attachement ». On appelle ça l'attachement désorganisé. Globalement, en fonction des méta-analyses, 10 à 15% en population normale, même si nous, cliniciens de terrain, on est extrêmement soucieux de voir aujourd'hui plus d'enfants désorganisés très jeunes, en particulier avec la crise sanitaire, mais aussi en lien avec les idéaux éducatifs très élevés de parents aujourd'hui dépourvus avec des burn-out parentaux, des parents qui arrivent aujourd'hui, je lisais encore ça ce matin dans la presse, des parents qui peuvent assumer de dire on regrette d'être parent tellement c'est difficile. Donc attachement désorganisé 10 à 15% et population ASE, 70 à 90% des enfants ont un attachement désorganisé, ce qui est assez normal puisque globalement c'est pour ça qu'ils sont placés et confiés. Donc là, en termes de comportement, on va avoir des comportements très variables en fonction du contexte, beaucoup d'imprévisibilité de leur réaction émotionnelle, beaucoup de réponses de rejet, et l'aide est vécue vraiment comme menaçante puisqu'elle va être source de danger. Donc il faut réussir à pouvoir les sécuriser, reconstruire un environnement extrêmement stable, travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de ces enfants-là. C'est un champ majeur du domaine de la protection de l'enfance qui fait que de comprendre ces attachements va venir nous donner des clés d'intervention différentes. Je voulais juste faire une petite synthèse de tous ces modèles internes opérants pour que vous en ayez une lecture un petit peu plus large. Parce que vous avez vu qu'à aucun moment j'ai utilisé la terminologie de trouble de l'attachement. Je ne suis toujours pas dans le trouble de l'attachement en parlant de modèle interne opérant. Alors je vais utiliser ma souris. Les troubles de l'attachement, en fait, c'est une définition nosographique du DSM qui répond à un tableau clinique très spécifique. On a 2 troubles réactionnels, un trouble inhibé et désinhibé, mais ce n'est pas parce qu'on a un modèle interne opérant insécure qu'on a un trouble de l'attachement. C'est important d'être rigoureux aussi sur cette utilisation. Je vous ai fait ce schéma parce qu'on ne le trouve pas souvent. Il est le résultat vraiment de toute cette recherche.
Mais c'était juste pour vous rappeler et résumer ce que j'ai pu vous dire. Donc vous avez vu qu'on a défini les modèles internes opérants avec des attachements qui sont organisés, qu'ils soient sécures ou insécures. Donc sécure, j'ai un facteur de protection. Insécure, je ne suis pas désorganisée, je ne suis pas malade, même si je suis devenue psy, ça se soigne. Je suis quand même un peu plus vulnérable si je me retrouve face à une difficulté. Par contre, si j'ai un attachement désorganisé, alors ça dépend des auteurs, mais globalement, il y en a certains qui mettent dans organisé, mais de moins en moins. Cet attachement désorganisé, il va ouvrir vers des facteurs de risque et va vers l'expression de psychopathologies, aujourd'hui multiples, mais pas que de psychopathologie, on va aussi retrouver de la pathologie somatique, puisque je vous ai dit que l'expression, elle pouvait aussi être somatique. Je voulais juste vous présenter ça. On va finir par qu'est-ce qu'on fait de ça. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là, mais j'ai remanié un tout petit peu hier soir. Juste vous dire que l'adolescence va remanier les liens d'attachement. Donc au début, l'enfant, il va construire ses stratégies. Ça semble un petit peu caricatural, mais l'enfant, il va discerner les différents porte-avions. À l'adolescence, tout ça, ça va s'intégrer dans une métacognition, comme l'a décrit Mary Main, qui a beaucoup travaillé sur l'adulte et l'attachement, l'adulte attachement interview. Donc en fait, là, l'adolescent, il va intégrer toutes ces informations pour avoir un état d'esprit d'attachement et aussi intégrer les connaissances et l'expérience qu'il a pu le faire dans les nouvelles relations, y compris les relations amoureuses. Donc on va rentrer dans des modèles internes intégrés, des modèles internes opérants plus profonds et qui vont rendre la lecture attachement peut-être un petit peu moins facilitée. Elle n'est pas binaire et linéaire. Hein. J'ai eu tel enfant, donc je vais forcément avoir telle adolescence, mais n'empêche que je vais avoir des modèles intégratifs qui vont pouvoir se mettre en place à l'adolescence. En fait, cette lecture, elle va nous ouvrir un nouvel éclairage psychopathologique. Comment, en fait, certains adolescents vont être obligés de mettre en place pour maintenir cet équilibre et éteindre leur système d'attachement, comme ils n'ont pas de réponse à l'extérieur, ils vont devoir utiliser des éléments extérieurs, en particulier tout ce qui est en lien avec les addictions. Ou d'autres modèles relationnels qui vont rentrer dans des modalités des pathologies en fait. Donc ils vont devoir maintenir ce sentiment de sécurité sans pouvoir compter sur quelqu'un de l'extérieur. Et cet effort pour maintenir ce sentiment de sécurité va pouvoir éclairer certains troubles psychopathologiques à l'adolescence. Il peut y avoir aussi un risque de renonciation prématurée et inadaptée au soutien des figures d'attachement au profit d'autres systèmes. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je vous parlais comme hypothèse sur la radicalisation. Ok, j'ai pas eu de figure d'attachement, et telle personnalité qui me semble particulièrement pertinente, je vais finalement l'identifier comme une figure d'attachement, même si finalement elle répond pas réellement dans la réalité à ce besoin de sécurité, mais ça répond pour moi. Et on voit des hypothèses. Chez la personne plus âgée, Dieu devient figure d'attachement, alors qu'il n'est pas dans une proximité physique. Donc on voit comment on peut investir des figures d'attachement de manière un petit peu différente. Il est à chaque fois important, une fois qu'on a cette lecture, d'aller au-delà de l'expression de l'adolescent ou de l'individu seul et de l'inscrire dans une dimension contextuelle et relationnelle pour comprendre que ces stratégies d'attachement vont pouvoir s'inscrire vraiment dans des modalités d'intervention plus larges. Alors, juste quelques éclairages pour dire que beaucoup d'études sont faites, même s'il n'y a pas de causalité, je le répète, il y a un éclairage de la théorie de l'attachement, mais on sait qu'il y a une surreprésentation des attachements insécures chez tous les enfants, les ados qui sont hospitalisés. Et on va pouvoir voir, par exemple, dans l'expression des dépressions, souvent des enfants et des adolescents avec des attachements insécures, évitants, avec une inversion des rôles, avec un risque de passage à l'acte, mais ils ne vont pas demander d'aide avant de passer à l'acte, puisqu'ils n'ont pas connu cette ressource-là. On va le retrouver dans les phobies scolaires, parce que la scolarité, c'est l'exploration. Si je suis en insécurité, je ne vais pas aller explorer, donc j'active de manière chronique mon système d'attachement. On va le retrouver beaucoup dans les comportements addictifs avec une forme d'automédication de la détresse émotionnelle.
Là encore, le style évitant va être surreprésenté. Et puis, on se questionne aussi, beaucoup de bibliographies sur les troubles des conduites alimentaires, où là, on va retrouver des histoires familiales traumatiques d'attachement, avec une hétérogénéité des styles d'attachement en lien avec l'hétérogénéité de l'expression des TCA, que ce soit plutôt anorexie, boulimie ou autres troubles de forme mixte. Voilà, il y a vraiment des éléments de compréhension psychopathologique qui me semblent importants à intégrer dans nos pratiques, et surtout de ne pas oublier comment les moyens externes, les jeux, les aliments, l'alcool, la drogue, le travail, vont être des moyens de pouvoir réguler cet équilibre. Alors, l'application au suivi des adolescents, l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est de resécuriser l'adolescent. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant même la recherche et la visite d'événements douloureux, ce qui compte et le premier travail, c'est de venir restaurer cet équilibre attachement-exploration et de permettre à l'individu de reconstruire une base de sécurité, de réidentifier un porte-avions. Donc le thérapeute, il va être identifié comme une base de sécurité. Mais il n'y a pas besoin qu'il soit psy pour qu'il soit porte-avions. Et tous les professionnels qui interviennent ont leur place. Nous, on travaille dans les MEX, par exemple, avec les veilleurs de nuit ou les maîtresses de maison. Elles ont un rôle essentiel par rapport à leur disponibilité. Dans cette expérience relationnelle nouvelle, elle peut être réellement correctrice. On travaille aussi avec les familles d'accueil. C'est une tâche essentielle. C'est ça le job, en fait, sur des attachements désorganisés. C'est de permettre d'offrir une relation, une expérience relationnelle correctrice. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la réalité externe et travailler sur les modèles internes opérants. Et là, on va venir travailler les représentations. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ton porte-avions ? C'est intéressant parce que souvent, on peut le questionner, puis on peut travailler du coup avec les porte-avions, comment ça se passe, et puis venir les aider à décoder. Ce qui permet de décliner 3 axes, travailler simultanément, selon les préconisations, et je vous parle en particulier du modèle d'intervention de Kobach. On va travailler sur les modèles internes opérants du caregiver. Il est important parce que ceux qui sont dans le quotidien de l'enfant, c'est eux qui vont faire le boulot. Nous, on est porte-avions du porte-avions. Et des fois, on est porte-avions du porte-avions du porte-avions. Donc, comment on va aider les parents à mobiliser leur sensibilité et de ne plus être exaspérés par ce qui se passe, mais de venir comprendre que derrière ce comportement, il y a un besoin de sécurité. Donc, on va travailler sur la sensibilité. Côté adolescent, on va travailler sur l'expérience réelle. Ok, c'est ce qu'il a eu le sentiment de percevoir, mais peut-être qu'on peut le reformuler et qu'on peut éviter les interprétations pour être plus objectif dans ce qu'il a pu internaliser. Et puis beaucoup travailler sur la communication. Donc on va relancer ce qu'on appelle, avec un mot un peu barbare en attachement, le partenariat corrigé quant au but. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mon attitude, elle a un impact sur la relation et inversement. Donc comment finalement je vais soutenir les parents à pouvoir aussi faire évoluer ces liens d'attachement. L'ado, il n'a plus besoin de la même proximité physique. Pour autant, il a besoin de la disponibilité de son porte-avions. Et il faut parfois accompagner le parent à transformer la nature de cette relation et de ces liens. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les liens d'attachement à l'adolescence. Donc c'est une période clé dans laquelle on peut vraiment avoir des modalités d'intervention pertinentes, une période sensible, et j'espère que cette présentation vous aura donné un éclairage renouvelé de vos pratiques pour le mettre en œuvre dans votre quotidien. Merci de votre attention. Merci madame. Alors, nous avions prévu une pause de 10h à 10h30, mais peut-être, on va peut-être prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Écoutez, apparemment, pas de questions dans la salle. Non. Si. Ah bah. Mademoiselle Micro, s'il vous plaît. Il y a une question. On m'entend bien ? Ouais.
Alors ça s'éloigne très légèrement du sujet, mais je me demandais si par hasard, parce que du coup dans la maison de l'adolescent dans laquelle on travaille, on reçoit donc des adolescents et des jeunes adultes. Et parfois, on a loupé le coche pendant l'adolescence justement d'être cette expérience relationnelle correctrice. Est-ce que vous estimez du coup dans votre clinique et à travers les nombreux jeunes que vous avez vus, est-ce que vous estimez qu'il y a toujours les mêmes chances de corriger efficacement, on va dire, ces attachements insécures, voire ces troubles de l'attachement, une fois devenu jeune adulte, voire adulte, ou est-ce que c'est vraiment à l'adolescence pour vous que ça se joue la plus grande efficacité ? En fait, ça se joue à des moments où émotionnellement, il y a beaucoup de bouleversements. Donc, effectivement, l'adolescence ou le couple ou la parentalité sont des moments clés. Mais à tout moment, on peut travailler ça. Et heureusement, parce que sinon, c'est déterministe et on ne fait plus rien. Non, pour moi, vraiment, il y a à tout moment... Et c'est aussi avec beaucoup d'humilité qu'il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut permettre à l'autre d'avoir une expérience différente qu'il va pouvoir ensuite reconnaître pour rentrer à nouveau en relation. Donc ça a toujours du sens. Ça a plus d'impact encore sur des périodes où effectivement... Tout ça, c'est un petit peu... les cartes, elles sont redonnées et l'adolescence en fait partie. Mais les grandes périodes de vulnérabilité où on le travaille, nous, avec l'ASE sur les MNA, par exemple, bien sûr que ça se joue. Ils sont isolés, ils sont loin de toute leur base de sécurité. Et donc, ce qu'ils vont jouer avec nous, ce qui va se jouer dans la relation avec nous, a vraiment beaucoup d'impact. Au-delà même... de la modalité, comment on va être, nous, disponibles, accessibles, cohérents, prévisibles et stables dans notre manière d'être. Donc, non, ça a toujours du sens. Ok, donc si je comprends bien, un peu paradoxalement, c'est dans la période de la crise que ça sera le plus efficace. Eh oui. D'accord. C'est ce qu'on traverse avec la crise sanitaire, en fait. C'est que, en fait, quand on n'a pas besoin de se questionner parce qu'on a un pseudo-équilibre qui semble nous aller tout en râlant, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Non, mais avant, ça n'allait pas du tout, mais on veut retrouver notre vie d'avant. » Oui, la crise est un moment de réorganisation, et c'est cette réorganisation qui est l'occasion dont il faut pouvoir se saisir pour venir re-questionner ça. Et parfois, il faut juste re-questionner en disant « Ça a été quoi ?» On le voit dans l'entretien prénatal précoce. La grossesse est une période où on revisite ça avec un état émotionnel spécifique de transparence psychique. Et on voit à quel point on vient juste re-questionner et se rendre compte que oui, ce porte-avions, finalement, il a vécu la guerre et il n'était pas en capacité d'apporter cette sécurité. Et on n'a plus cette culpabilité ou cette rancœur. On a juste un constat, il n'a pas pu, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Donc on rentre dans quelque chose qui est plus objectivable et qu'on peut transformer du coup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question ultime ? Une question ultime une fois. Question ultime deux fois. Juste, j'ai pas bien compris pourquoi vous avez à un moment donné dissocié la notion de trouble. Parce qu'aujourd'hui, la définition des troubles de l'attachement répond à une définition nosographique, psychiatrique. Et l'attachement désorganisé, ce n'est pas encore un trouble structuré. L'attachement désorganisé, c'est un facteur de risque d'entrer dans une expression de troubles psychiques. Et on va retrouver l'ensemble des troubles psychiques. L'addiction, les troubles de l'humeur, les troubles externalisés, les troubles dissociés. Mais ensuite, les troubles de l'attachement, c'est vraiment, au fond, c'est un attachement évitant, mais extrêmement intense, donc avec des tableaux d'autisme, mais qui ne sont pas dans un trouble neurodéveloppemental, mais dans une stratégie adaptative. Et l'autre, c'est une indiscrimination sociale massive avec des troubles désinhibés. Mais je voulais insister dessus pour qu'on utilise la bonne terminologie et que dès qu'il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un problème relationnel, c'est un trouble de l'attachement. Voilà. Si j'avais envie qu'il y ait un message aussi à travers mes propos, c'est qu'on utilise vraiment cette terminologie de manière plus rigoureuse. Merci de votre question.